Parashat Devarim, première partie. Anachot, on va faire la suite des lois de la semaine de Tisha B'Av. Alors, on a parlé la semaine dernière de l'interdiction de se laver. On passe au deuxième sujet, qui bousse le lavage du linge. On n'a pas le droit de laver du linge la semaine de Tisha B'Av. Et même s'il ne veut pas les porter maintenant, mais qu'il veut laisser pour après, c'est quand même interdit. Et cette interdiction de laver est valable même dans le cas où il lave dans une machine à laver. Il est interdit pour des grands de laver le linge des petits. De toute façon, des enfants qui se salissent en permanence, jusqu'à, ça veut dire, l'âge de 4 ans, celui qui permet de laver le linge, il a sur qui s'appuyer. Et de nos jours, que l'on lave avec une machine à laver, on peut permettre de laver plusieurs habits de bébé ou d'enfants jusqu'à 4 ans. En même temps, on n'est pas obligé de laver un habit par habit pour laver tout le linge des enfants. À part l'interdiction de laver le linge, il est aussi interdit de porter du linge propre, même dans le cas où ce linge a été lavé avant la semaine de Tisha B'Av. Et pareil, on n'a pas le droit de changer des draps propres sur les lits pendant cette semaine. Maintenant, comment on doit faire dans le cas où, par exemple, quelqu'un, il veut, en prenant un exemple, il veut passer Tisha B'Av en Eretz Israël, il va aller au côté de la Maravi, donc il va par exemple à Jérusalem, ou bien dans un autre cas, et il va dans un hôtel. Et c'est sûr que l'hôtel, il va lui donner des draps propres. Est-ce qu'il a le droit de dormir sur ces draps propres? Est-ce qu'il y a une solution? Ou bien est-ce qu'il doit amener, par exemple, des draps avec lui pour porter du linge qui a été lavé, enfin qui n'est pas propre pendant la semaine de Tisha B'Av? La réponse, elle est comme ça. D'après la halakha, il doit laisser traîner un peu par terre. Il prend le drap, il laisse traîner un peu par terre, comme ça, c'est plus considéré comme du linge propre. Et il pourra dormir sur un drap comme ça. Il n'est pas obligé de prendre chez lui des draps qui ont été déjà utilisés. Alors, comment il peut changer les vêtements pendant la semaine de Tisha B'Av? Parce que des fois, c'est difficile. Des fois, la semaine de Tisha B'Av, c'est seulement un jour, c'est que dimanche. Des fois, c'est mardi. Ça peut être que dimanche, mardi. Et je dis bien qu'il y a une plus grande probabilité que ça tombe dimanche, parce que, en réalité, dimanche, c'est comme Pessah. Pessah peut tomber Shabbat, dimanche, mardi et jeudi. C'est les jours où peut tomber Pessah. Tisha B'Av, c'est le même jour que Pessah. C'est pour ça, d'ailleurs, en parenthèse, c'est une des raisons pour laquelle on met un œuf dans le Seder pour me rappeler que malheureusement la joie n'est pas totale, qu'il va avoir dans quelques temps, dans 6 mois à peu près, le jeûne Tisha B'Av qui va tomber le même jour que Pessah. Donc c'est les mêmes jours que Pessah, sauf que Shabbat, on fait pas le jeûne Tisha B'Av. Quand ça tombe Shabbat, on le repousse. Donc ça veut dire sur les 3 jours qui peut tomber Tisha B'Av, la plus grande probabilité, c'est dimanche. Alors des fois, le jour de Tisha B'Av tombe mardi. Des fois, c'est le pire, c'est jeudi. Jeudi, c'est vraiment, il y a presque une semaine entière. Alors, comment il peut se changer? Il va rester avec le même linge pendant toute la semaine. Alors, voilà comment on procède. Avant la semaine où tombe Tisha B'Av, la semaine, je rappelle, c'est de samedi soir jusqu'au jour de Tisha B'Av. Quand ça tombe dimanche, il n'y a pas de semaine. C'est pas de semaine, ça veut dire, c'est seulement Moutsaï Shabbat et dimanche. Quand ça tombe mardi, c'est Moutsaï Shabbat, lundi, mardi. Et quand ça tombe jeudi, là, c'est la plus grande semaine de Tisha B'Av. C'est depuis samedi soir, la dernière semaine avant Tisha B'Av, donc samedi soir, jusqu'à jeudi soir. Alors, comment il peut se changer? Alors, avant la semaine de Tisha B'Av, il doit choisir plusieurs linges, plusieurs habits qu'il veut utiliser pendant la semaine de Tisha B'Av, jusqu'à Tisha B'Av, et il portera chacun de ces linges-là quelque temps, et il les enlève, et comme cela, c'est considéré
comme, non pas comme un linge propre, mais un linge qu'on a déjà utilisé. Maintenant, quand il n'a pas beaucoup de temps, il peut porter par exemple deux tricots en même temps, deux sous-vêtements, deux slips en même temps, et c'est considéré, c'est considéré pas obligé de porter un par un, il peut porter plusieurs tricots, plusieurs slips, plusieurs chemises en même temps, et comme il les a portés, le mieux c'est de porter à peu près pendant une demi-heure, c'est considéré comme du linge qui a été déjà utilisé en Tisha B'Av, et là il pourra l'utiliser pendant la semaine Tisha B'Av. Si il a oublié de préparer du linge la semaine Tisha B'Av, et qu'il se rappelle que Shabbat, il peut changer ses vêtements, même pendant Shabbat, de cette façon-là, pas comme tout à l'heure, parce que s'il fait comme il a fait tout à l'heure, ça s'appelle Achana, préparer le Shabbat pour le Chol, et ça n'a pas le droit. Alors il peut faire comme ça, la veille du Shabbat, il portera des vêtements propres, repassés pour le kavod du Shabbat, pour le respect du Shabbat, et le lendemain matin, il attend jusqu'au demain matin, le Shabbat, eh bien, il ne mettra plus ce linge, mais il prendra d'autres habits qui sont lavés et qui sont repassés, et les vêtements qu'il a portés le soir du Shabbat, il les met de côté pour se changer pendant les jours de Chol. S'il a besoin de plus d'habits, comme on a dit, quand la semaine tombe par exemple jeudi, alors il enlèvera les habits qu'il a portés le matin, il gardera ses habits jusqu'à après la soda du matin, il va dormir un peu, il fera une sieste dans l'après-midi, et donc il enlèvera ses vêtements pour faire sa sieste, et quand il se lève après, donc il portera d'autres habits propres, et après il ira pour faire Mincha de Shabbat, il restera avec ces habits-là jusqu'à la fin de Shabbat. Et c'est comme ça, donc il pourra préparer le Shabbat, il ne faut pas qu'il fasse, il met un vêtement, il enlève, parce que là ça s'appelle une achana, c'est quand ça se voit, c'est visible à l'œil nu, là ça se voit, il prend un vêtement, il enlève, mais quand il reste par exemple Shabbat, après le vendredi soir, après il enlève le lendemain matin, après une sieste il va enlever, donc c'est pas, ça se voit pas, et donc ça c'est mouta, parce qu'il va profiter quand même du linge qui est propre pendant Shabbat, donc c'est pas considéré comme une préparation. Ceux qui ont une Brit Mila, voilà, ils ont le droit de porter les habits de Shabbat au moment de la mitzvah de la Brit Mila, mais ces habits-là, il ne faut pas qu'ils sortent par exemple un costume, il ne faut pas qu'ils sortent du pressing, il faut que ce soit un costume qu'il a déjà porté avant la semaine Shabbat, que c'est des habits ce qu'on appelle Meshumashim qui ont été déjà utilisés. Maintenant, si même Shabbat, il a oublié, il n'a pas du tout donc préparé des habits pour la semaine Shabbat, il peut mettre plusieurs habits sous le coussin au moment où il dort, et c'est considéré comme si ces habits-là, ils ont été utilisés, et ils sont pas considérés comme propres. Talit Katan, le petit talit ou le grand talit qui sont propres, bien qu'il ne les a pas portés avant, s'il n'a pas un autre talit, il peut les porter pendant la semaine de Tisha B'Av pour ne pas annuler la mitzvah de porter un talit. Lorsque Tisha B'Av tombe Shabbat et qu'il est reporté à dimanche, on a le droit de laver et de porter des habits propres, que ce soit la semaine avant Tisha B'Av ou bien la semaine qui a pris. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de semaine de Tisha B'Av. Il n'y a que le jour de Tisha B'Av qu'on n'a pas le droit de laver le linge et de porter du linge propre. On parle maintenant du rasage et le fait de couper les ongles. Les Chachamim ont interdit de se couper les cheveux et de toucher à tous les poils de son corps, aussi bien les cheveux que la barbe, la semaine Shabbat. Et il y a beaucoup de minagim chez les Sfaradim, il y a certains qui ont l'habitude, comme par exemple les gens qui viennent de Djerba, de ne pas se raser depuis 17 Tammuz. Et c'était aussi le minag, la coutume du Harizal, de ne pas se couper les cheveux pendant toute la
pendant les 3 semaines de Ben Hametzarim. Il y a beaucoup qui disent que c'est bien de faire comme cela, de ne pas du tout se couper les cheveux et de ne pas se raser pendant la semaine, pendant les 3 semaines, parce que très souvent, lorsque Tisha B'Av tombe au Shabbat, eh bien on va rentrer à Tisha B'Av complètement bien rasé et comme quelqu'un qui est un khatan, et on va voir que les jours du Homer, ils sont plus graves que ces jours-là, alors que c'est l'inverse. Voilà. Mais en tous les cas, c'est pas interdit d'après la halakha. Celui qui veut se couper les cheveux, il a le droit toute la semaine, sauf toutes les semaines avant Tisha B'Av, sauf la semaine où tombe Tisha B'Av. Non seulement on n'a pas le droit de se couper les cheveux, mais on n'a pas le droit de couper les cheveux des autres. Et pareil, les grands n'ont pas le droit de couper les cheveux aux mineurs. Certains permettent de couper les ongles la semaine de Tisha B'Av, et d'autres ils sont marmires, ils sont plus rigoureux, et ils ne se coupent pas les ongles, et c'est comme ça qu'il y a la coutume. De toute façon, d'après tout le monde, si les ongles ils sont assez grands et qu'ils dépassent de sur la chair, ils sont plus que la chair, on a le droit de les couper la semaine de Tisha B'Av. Maintenant, on va parler de la veille du Tisha B'Av et le dernier repas qu'on prend avant le jeûne. Savoir qu'on ne fait pas de vidouille, on ne fait pas les tachanonim à mincha de la veille du Tisha B'Av parce que on appelle le jour de Tisha B'Av Moed dans les écrits dans Echa. Ça veut dire une fête. De la même façon que dans la fête, on ne fait pas Tachanoun, on ne fait pas aussi Tachanoun la veille de Tisha B'Av à mincha. Par contre, ceux qui font le Tikkun Chatzot à la veille de tous les jours des Ben Hametzarim, on avait dit la dernière fois comme quoi c'est bien de pleurer la destruction du temple et tous les problèmes qu'on a eus. Non seulement, normalement, toute l'année, c'est à Chatzot, à la moitié de la nuit, mais là, pendant ces 3 semaines, on ajoute une fois aussi. Chaque jour, c'est bien de faire le midi, à partir de Chatzot, au milieu de la journée. Et là, à ce moment-là, même si on ne fait pas Tachanoun pendant Tisha B'Av, on doit faire, pour ceux qui font Tikkun Chatzot, il faut faire Tikkun Chatzot la veille de Tisha B'Av. On n'a pas le droit d'étudier la veille de Tisha B'Av après la moitié de la journée, la Torah, dans toutes ses parties, mais on a le droit d'étudier que les choses qui sont permises le jour de Tisha B'Av d'étudier. Ça veut dire, en clair, le commentaire de Iyov et de Echa. Iyov et Echa, c'est 2 livres de la Bible. Le Midrash Rabbah de Echa, tous les récits qu'on a sur le Talmud du Khurban, de la destruction du temple, qui se trouve dans Masechet Gittin, dans le Talmud Gittin. On a le droit aussi d'étudier les halachot, toutes les lois de Tisha B'Av, et les halachot, et toutes les lois de la veloute, du deuil. On n'a pas le droit de se promener la veille de Tisha B'Av après la moitié de la journée, et c'est bien d'être mahmir, de ne pas aussi se promener, même dans le cas où la veille de Tisha B'Av tombe Shabbat. Voilà. Donc maintenant on va parler du repas, c'est ce qu'on appelle Souda Mafseket. C'est quoi Souda Mafseket? Eh bien, la dernière Souda, le dernier repas avant le jeûne, elle s'appelle Souda Mafseket. Pourquoi? Parce que à cause de la veloute du deuil qu'il y a le jour de Tisha B'Av, les Chachamim ont institué certaines lois dans ce repas et on va expliquer dans les paragraphes précédents. Et toute Séouda qui est après la moitié de la journée de la veille de Tisha B'Av, le dernier repas s'appelle
À partir du moment où même si c'est pas la dernière chose qu'on mange, puis on va manger quelque chose après, on va grignoter un fruit. Mais en tous les cas, le dernier repas qu'on prend le jour de Tisha B'Av après Chatzot, un vrai repas, eh ben il est appelé Souda Mafseket, et on doit faire attention à toutes les lois qu'on va voir maintenant. On n'a pas le droit de manger du poisson et de la viande dans Souda Mafseket, dans ces repas-là, que ce soit de la viande de volaille ou de la viande rouge. Et on n'a pas le droit de boire du vin et de la boisson alcoolisée. Et toutes les boissons qui peuvent enivrer la personne, comme par exemple de la bière, on n'a pas le droit de prendre dans ce repas-là. Et il vaut mieux aussi ne pas boire des jus pendant ce repas-là, mais parce que il ne faut pas montrer que quand quelqu'un est en deuil, il boit que le strict minimum, mais c'est bien de boire dans cette souda, c'est conseillé de boire que de l'eau. Et pareil, on doit essayer de ne pas manger pendant cette souda des tarnougim, des délices, dans cette souda mafseket, des gâteaux, des millefeuilles, etc. Dans le dernier repas qu'on prend à Tisha B'Av, parce que seulement tu ne peux pas être en même temps endeuillé et te faire un kiff, Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter de boire des plus différentes boissons et des gâteaux, prendre les choses qu'on a besoin. Et c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire, sauf par exemple un fruit, ça c'est pas interdit parce que ça fait partie du repas, mais pas des gâteaux et des millefeuilles et tout ça. Même 2 feuilles c'est interdit, c'est pas bien de prendre. Voilà, et pareil pour les boissons. Et on conseille de boire que de l'eau pendant ces séances-là. Certains ont l'habitude de prendre dans ce dernier repas un plat de lentilles ou d'œufs, les œufs durs, parce que ces deux choses sont les repas des endeuillés. Voilà. De toute façon, même si on a pris l'habitude de manger ce repas-là avec des lentilles ou des œufs, on n'a pas le droit de manger les deux en même temps, mais on doit prendre un seul, ou les œufs ou les lentilles. Et pourquoi ? Parce que dans cette Seuda Mafseket, on n'a pas le droit de prendre 2 choses qui sont cuites en même temps. Et même dans le cas où c'est le même mets, mais un par exemple, il est plus épais et l'autre plus dilué. Ça aussi, c'est considéré comme si on a mangé 2 mets et c'est interdit. Mais si on a cuit dans 2 marmites le même mets, parce que la famille est grande et qu'on ne peut pas, une marmite ne suffit pas, et donc si les deux ils sont exactement pareils, mais on a dû cuisiner dans 2 marmites dites différentes, parce que la famille est nombreuse, on a le droit de manger un peu de chacune des marmites. C'est pas d'interdiction, c'est pas considéré comme 2 tafshinim, même s'ils sont cuits dans 2 marmites différentes. Par contre, on n'a pas le droit de manger 2 mets, même si ces 2 mets ont été cuits dans la même marmite. À moins que c'est l'habitude, c'est considéré comme un seul plat, et qu'on a l'habitude de mélanger ces 2 mets pendant tout le reste de l'année. Par exemple, quelqu'un qui mange du riz avec des pois chiches, ou bien prendre par exemple des poivrons farcis, ou des aubergines farcies, durant toute l'année, ça se considère comme un seul repas. On a l'habitude de les manger ensemble, ça c'est considéré comme un seul tafil, comme un seul, mais comme par exemple quelqu'un qui mange du couscous avec des légumes, eh bien, ça se considère comme un seul, même si on a le couscous et les légumes, parce que c'est le derrière, c'est l'habitude de manger ces 2 choses en même temps durant l'année. Par contre, voilà, ce qu'on appelle 2 mets qui sont pas cuits pareil, on n'a pas le droit de prendre un œuf dur et un œuf à la coque. C'est considéré, celui qui mange un œuf dur et un œuf à la coque pendant Soudat Mafseket, c'est considéré comme 2 mets et qu'on n'a pas le droit de les manger ensemble pendant Soudat Mafseket. Des fruits qui ne sont pas cuits, des fruits crus, on a le droit de manger même plusieurs centaines de sortes. Par contre,
des fruits qu'on a cuits. Par exemple, quelqu'un qui a fait une compote de pommes. Bien qu'on aurait pu manger des pommes crues, voilà, c'est considéré comme de mets. Et pareil, des fruits et des légumes qui sont conservés, c'est bien de faire attention de ne pas les manger ensemble, avec le tafchil, avec le mets. Et c'est pourquoi, par exemple, il ne prendra pas un citron beldi ou des cornichons dans le même repas, parce que certains considèrent que c'est tout ce qui est conservé, c'est considéré comme un mets, et donc on n'a pas le droit de manger deux mets en même temps le jour de Tisha B'Av. Une salade de légumes, d'après le strict din, c'est considéré comme des fruits crus, et c'est pas considéré comme un tafchil. Quelqu'un qui veut manger, par exemple, je sais pas, il veut manger des endives ou des fenouils, etc. Eh bien, d'après la halakha, il a le droit, parce que les salades sont égales aux fruits. Mais, voilà. Certains, bien que certains, ils sont mahmir et qu'ils le considèrent comme un tafchil, comme un mets, pour justement de ne pas trop augmenter sa jouissance pendant cette séouda-là. Mais bon, d'après la halakha, c'est pas interdit. Certains même sont plus rigoureux, ils ne boivent pas pendant cette séouda un café ou un thé pour se comporter avec plus d'étroitesse, plus de prichout, on va dire, dans cette séouda-là. Mais bon, savoir que c'est pas quand même interdit. On a l'habitude de s'asseoir par terre dans ce Mafseket, dans ce repas-là, que ce soit les hommes ou les femmes, et c'est bien de ne pas s'asseoir directement par terre, même dans un sol carrelé, mais mettre un tissu ou un vêtement qui sépare le carnage de nous. Et par contre, quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est âgé, ou bien une femme enceinte, et tout ce qui ressemble, ils peuvent se permettre de s'asseoir dans un endroit plus haut. Pour eux, il n'y a pas d'interdiction. A priori, on doit faire attention de ne pas s'asseoir 3 personnes ensemble pour faire ce repas-là, pour ne pas avoir le chiyuv de faire le zimoun. Mais chacun, il doit s'asseoir dans un coin différent. Et si on est assis dans un seul endroit, parce que on n'a pas, il n'y a pas d'endroit pour s'asseoir éloigné l'un de l'autre, eh bien, quand même s'ils ont mangé ensemble, ils ne feront pas le zimoun. Et pareil, dans le cas où ils se sont trompés, ils ne savaient pas, ils ont mangé ensemble, ils ne feront pas le... Pardon. Si ils ont mangé, dans le cas où il n'y a pas de place, alors on doit penser ne pas s'associer ensemble. Et quand on pense ne pas s'associer ensemble, on ne fait pas le zimoun. Par contre, si on s'est trompé et on a mangé ensemble, dans ce cas-là, il faut faire le zimoun. Celui qui a mangé une séouda, le dernier repas qu'il a pris, le vrai repas, il a pris avant la moitié de la journée, bien qu'il ne comptait pas prendre une autre séouda, un autre repas après, il a le droit de manger dans cette séouda tout ce qu'il veut. Parce qu'il y a 2 exigences, c'est que ce soit le dernier repas, mais le dernier repas après Chatzot, après la moitié de la journée. Mais celui qui prend un repas qu'avant la moitié de la journée, et après il va se nourrir avec des fruits, il mange un fruit, il prend un légume cru, une salade crue, etc., eh bien, il n'y a pas d'interdiction. Il peut manger, même dans la Souda Mafseket, dans ce repas, ce dernier repas avant Chatzot, parce que ce qu'on appelle Souda Mafseket, c'est le dernier repas où il y a un tafchil, où il y a un mais qu'on mange après la moitié de la journée. Tout ce qui est avant la moitié de la journée n'est pas concerné par ces halachot. Quelqu'un qui a terminé la Souda Mafseket, il a pris son dernier repas et qui voit qu'il a encore le temps, alors il peut remanger encore tant qu'il n'a pas dit je vais commencer le jeûne. Il peut manger, c'est parce qu'il a pris ce dernier repas que ça y est, il n'a pas le droit de manger, tant qu'il fait jour, il a le droit de manger, tant qu'il n'a pas dit d'une façon par l'expression, par la bouche, qu'il veut prendre,
il veut commencer le Ta'anit. Et une Kabbalah Balev, de fait que si quelqu'un il prend sur lui seulement dans le cœur, sans dire expressément, eh bien, n'est pas considéré comme une Kabbalah, il aura le droit de manger. Mais le mieux, c'est avant de faire Birkat Amazon, de dire d'une façon claire qu'il ne compte pas, par ce Birkat Amazon, commencer le jeûne, et ça, d'après tout le monde, il aura le droit de manger. Même quelqu'un en bonne santé, il a le droit de prendre des comprimés, la veille de Shabbat, pour lui alléger le jeûne, ce qu'on appelle en Israël, Kalé Tzom, les choses qui allègent le jeûne, il n'y a pas d'interdiction de les prendre pour ne pas trop souffrir la journée de Tisha B'Av. Une fois qu'il a terminé la Seuda, il peut se brosser les dents, se rincer la bouche de tout le reste des mets qu'il a. Et ça, c'est pas considéré comme interdit. C'est pas ce lavage-là qui est interdit le jour de Tisha B'Av. Alors, on va parler de la journée même Tisha B'Av. Après, c'est dans la séquence de Tisha B'Av. Les Chachamim ont fixé 5 mortifications le jour de Tisha B'Av, et les voici. Achila ou Shia, boire et manger. Rechitza, se laver avec de l'eau. S'enduire avec de l'huile. Porter des chaussures en cuir. Et interdiction d'avoir des relations intimes pendant cette journée-là. Et toutes ces interdictions, ils prennent effet aussi bien dans la nuit que dans la journée. Tisha B'Av. On va expliquer le premier. Tisha B'Av, on n'a pas le droit de manger et de boire. Et on a le droit de manger avec Tisha B'Av que proche de la Shkia, proche du coucher du soleil. Et on n'a pas le droit de faire bande à part. Et celui qui mange et qui boit le jour de Tisha B'Av, il aura des comptes à rendre à Kodesh Baruch Hu, parce que c'est une faute grave que tout le monde se trouve dans le deuil, et lui, il fait bande à part. Et toute boisson, et toute chose qu'on goûte, un solide qu'on goûte, le jour de Tisha B'Av, c'est interdit, c'est pourquoi. On n'a pas le droit de se rincer la bouche le matin quand on se lève de son sommeil, et on expliquera après quelle est la loi de la femme qui a accouché, une femme enceinte et un malade, et tous les gens qui sont dispensés de jeûner, comment ils doivent se comporter. Celui qui s'est trompé le jour de Shabbat et qui a fait la bracha sur un mets, il se rappelle après la bracha, avant de goûter, que c'est un jour de ta'anit, un jour de jeûne, eh bien, il doit goûter quelque chose pour ne pas que sa bracha soit levatala, pour rien, et le fait de manger un tout petit peu ne le fait pas rater ou perdre son jeûne. Il pourra faire Anénou dans la tfila, c'est le passage qu'on rajoute tous les jeûnes, tant qu'il n'a pas mangé un kazaït. C'est bien de ne pas toucher les mets le jour de Shabbat, à moins qu'on a besoin, comme quelqu'un qui a des enfants, et qu'il est obligé de leur donner à manger. Là, c'est mouta, il n'y a pas de problème. C'est bien de ne pas fumer le jour de Shabbat, et surtout au moment qu'on on lit Echa, les lamentations de Jérémie, et tous les keynotes, tous les élégies dans le Beth HaKnesset, dans la synagogue, parce que ça va pas ensemble. La cigarette, c'est un kiff. Et là, on parle du Chorban Beth HaMikdash, de la destruction du temple. Il faut être cohérent avec soi-même. C'est pas bien de faire ça. Comme par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent à la synagogue et mettent un pied sur un autre. Ça se fait pas, c'est la maison du bon Dieu. On n'est pas au café pour les thunes, on n'est pas au café vert. À la synagogue, donc on n'a pas le droit de mettre un pied sur un pied. C'est marqué dans la lacha. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, ou qui ne font pas attention. Mais c'est aussi un signe c'est entre autres un signe de gava, un signe d'orgueil de mettre un pied sur un autre. Par contre, celui qui a l'habitude, beaucoup, c'est un grand fumeur, et vraiment, il est très dérangé s'il ne fume pas, alors on peut lui permettre de fumer le jour de Shabbat, mais discrètement, chez lui, à la maison, et heureux, comme ça, dit Rav Yosef, celui que, durant toute l'année, il s'empêche de fumer, il ne fume pas du tout toute sa vie, et comme ça, il accomplit la mitzvah de la Torah, vous ferez attention à votre santé. Il y a une mitzvah de faire attention à son nefesh, la neshama qu'on a, de la laisser toujours vivante,
en faisant attention à notre santé. Voilà. Donc, on arrête là pour aujourd'hui. On parlera donc la semaine prochaine, on essaiera de faire le cours la semaine prochaine avant Tisha B'Av pour parler de tous les halakhot qui concernent, toutes les lois qui concernent Tisha B'Av.